Mais quand il va marcher, Je sais pas. mais c'est qui le fait marcher? Rumeur ou pas, je connais Toulouse comme ma poche. Toulouse, c'est une espèce de corde attachée à la queue d'un taureau qui te tire par le cou. Cette ville, elle te colle à la peau. Sinon, on ne vivrait pas là. On serait déjà au bord de la mer, je te le dis. Pas besoin de connaître l'histoire de Saint-Cernin. Le mythe te saute aux yeux. Regarde cette rue. Par les petits matins froids de novembre, quand tu t'y balades, tu as l'impression d'être dans une ville italienne qui aurait été délocalisée en Angleterre. À l'époque, le saint a été entraîné vers la sortie de la ville, vers la basilique. Quand tu vas dans l'autre sens, tu touches Toulouse au cœur. Dedans, dehors, tu vois, le renversement et la polarité. Des mythes, j'en connais plein. Si tu veux, je t'en invente un nouveau. Là, tu vas arriver place du Capitole et le mythe va renaître. Maintenant, écoute la rumeur et tu verras que cette satanée ville ne cesse de se réinventer. Il se passe quelque chose de bizarre dans la ville. D'étranges créatures ont surgi au coin de la rue. On ne sait pas exactement ce que c'est. On sait juste que l'événement va durer 4 jours, qu'il est signé par la compagnie de théâtre de rue mondialement connue, La Machine. La Machine vient s'installer à Toulouse et a promis un spectacle grandiose, XXL, à la taille de ces créatures. Vous allez pouvoir vivre avec nous ces 4 jours un peu fous où la ville se transforme en véritable scène de théâtre au milieu de la foule. Vous allez découvrir comment la compagnie La Machine revisite complètement le mythe du Minotaure, comment elle conçoit ces mécaniques géantes, qui les imagine, qui les dessine, comment elles fonctionnent. Vous allez pouvoir rentrer avec nous dans toutes les coulisses. Alors bienvenue dans l'univers de La Machine. Voici Le Gardien du Temple, une pièce en 4 actes. Regarde, Camille, tu vois bien? Mais papa, c'est quoi qui est sur la toile? Le toit, c'est l'araignée. Mais comment elle va descendre alors? Ah, tu vas voir, elle va se mettre en route tout à l'heure et on va la voir. Il y a une araignée géante sur le toit de l'Hôtel-Dieu. Et les premiers curieux arrivent, intrigués par cette apparition. Au matin du premier jour, les acteurs sont en place. L'araignée, au bout du Pont-Neuf, et le Minotaure, endormi place du Capitole. Comme seule piste, quelques infos circulent sur les réseaux sociaux. Des messages savamment distillés par la compagnie La Machine. Voilà des mois qu'elle ruse pour que rien d'autre ne soit révélé avant le début du spectacle. L'art du suspense et de la surprise, l'une des recettes de ses créations. Alors lui, là-bas, vous voyez, c'est le grand Manitou de La Machine. C'est François de la Rosière, c'est lui qui a créé cette compagnie. À cet instant-là, j'imagine que vous vous demandez qui est ce mystérieux monsieur de la Rosière, à qui appartient ce cerveau d'où jaillissent ces machines spectaculaires et complètement déjantées. Alors voici donc l'instant Wikipédia. Tout ce que la toile raconte sur François de la Rosière, résumé en 2 minutes chrono. Top! François de la Rosière, l'inventeur du fameux pastissophone, est né en 1963 à Marseille. Et oui, tout s'explique. Un petit gars des quartiers nord qui passe son temps à observer la nature, entre un papa super bricoleur et une maman musicienne. Une formation agricole et 5 ans d'études aux Beaux-Arts, et voilà le jeune François fin prêt pour explorer les mondes imaginaires et cinétiques. À 20 ans, il croise la route de la compagnie royale de luxe, qui révolutionne le spectacle de rue avec des recettes inédites. Prenez par exemple un autobus, mettez-le à la broche et vous obtenez un bon petit buzz avant l'heure, au bon goût de provocation. Le Royal s'installe à Toulouse, mais les histoires d'amour finissent mal. En 89, la compagnie prend ses clics et ses claques et file à Nantes pour de nouveaux projets. La véritable histoire de France, Cargo 92, François de la Rosière conçoit ses premières machines monumentales, les géants, le rhinocéros et les girafes. Envie de voir grand et soudain de voir seul. Chacun sa route, adieu Royal de luxe, bonjour La Machine, sa compagnie rien qu'à lui et le début d'une nouvelle ère.
Des décors de théâtre, des manèges, des machines de spectacle, ça délire, ça cogite, ça expérimente au pays de Delarosière qui s'intéresse de plus en plus au mariage de l'art et de l'urbanisme. Le bestiaire essaime dans le monde entier pour célébrer de grands événements. Une araignée géante à Liverpool, un cheval dragon au Japon, un autre en Chine. Et dans un coin de la tête, l'envie tenace de rentrer au Bercail à Toulouse. 8 ans de travail et de péripéties. Alors, si on résume le CV, artiste, concepteur, metteur en scène, qu'est-ce qu'on a oublié? Ah oui, musicien aussi, avec le groupe La Rouquine du Premier, qui écume la scène alternative dans les années 2000, avec des titres improbables comme La Vinaigrette. L'homme qui a inventé la catapulte à piano est aussi compositeur d'une symphonie mécanique, où les machines jouent de concert avec les musiciens. Bon alors vous m'entendez là? Qu'est-ce qui nous rend humains? Qu'est-ce qui nous rend vivants? Monsieur Delarosière, l'homme au cerveau qui bouillonne, n'a pas fini de nous interroger. L'araignée s'est réveillée. C'est elle qui joue le rôle d'Ariane et son fameux fil. Emmanuel Bourgeot est l'un des manipulateurs de cette mécanique poétique et partage l'aventure de la troupe depuis les débuts. On rejoint avec lui son lieu de travail, la halle de la machine, à Montaudran, au sud de Toulouse. Après Nantes, la compagnie va s'y installer pour 10 ans. C'est là que se sont répétées toutes les scènes et tous les mouvements. Voilà, là on se trouve au cœur de la nouvelle halle de la machine à Toulouse, que j'ai découverte il y a une semaine en arrivant pour les répètes sur l'araignée. Moi je suis sur l'araignée. Sur cette machine, on est, je crois, une quinzaine. 3 personnes en haut qui qui gèrent la tête et les yeux, les effets et l'abdomen. Ensuite, donc, on a les 8 pattes et devant les pédipalpes, c'est les 2 petites pattes plus courtes à l'avant qui vont toucher, qui ont beaucoup de vie. Le chauffeur et puis une personne qui gère le lever, la descente et l'assiette de l'araignée. Devant, on a le directeur de manœuvre et devant lui, on a encore le guide qui va s'assurer que tout est clair. Là-dessus se rajoute une personne pour le son, une personne pour l'hydraulique et la programmation. Je suis une des 8 pattes, la 3e patte à bâbord. L'idée, c'est que quand moi je me pose, la 4e patte se lève. Quand la 4e patte se pose, après, moi je me lève et j'avance. Sur l'araignée, en fait, on est quasiment toute l'équipe, pas tous vraiment, mais ce sont des gens qui ont construit. Moi, je suis sculpteur. Sur les autres pattes, on a aussi un sculpteur, on a des dessinateurs, on a un mécanicien, on a... Enfin, voilà, la plupart des gens sont là parce qu'ils ont construit la machine et qui peuvent servir s'il y a besoin et quand il y a besoin à l'entretenir et à la réparer. Et puis du coup, c'est les gens de l'atelier qui sont en balade ensemble, donc on se connaît bien. Ce que j'aime, c'est quand cette machine, qui est quand même effectivement une machine assez complexe, assez violente, c'est quand même des bras de grue à chaque fois, enfin des bras de pelleteuse en gros. Hein. Donc on peut faire vraiment des gros dégâts avec ça. Mais c'est quand elle devient danseuse qu'elle devient attachante. C'est beaucoup mécanique, beaucoup de bruit, ça gigote, ça secoue, ça frappe, et en même temps elle devient très 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 légère. C'est ce côté-là, c'est quand ça bascule comme ça que ça devient intéressant pour moi.
Toulouse et le Minotaure, c'est une vieille histoire en fait. Nous partons au musée des abattoirs, où la créature rôde déjà sur ce rideau de scène de 1936, signé Picasso. Le Minotaure, figure incontournable. Éric Vidal est spécialiste de l'art antique. Et si on révisait nos classiques ? Pour comprendre qui est le Minotaure, peut-être faut-il commencer par son étymologie, puisque le mot Minotaure signifie taureau de Minos. Et Minos, qui était roi de Crète, voulait montrer à son peuple qu'il avait la faveur des dieux. Et pour cela, il demanda à Poséidon de lui donner un taureau à sacrifier. Le dieu obéit et lui envoie un superbe taureau blanc, si beau que le roi Minos ne peut se résoudre à le tuer et sacrifie à la place un taureau de son propre troupeau. Vexé, et puis dans un désir de vengeance, le dieu Poséidon rendit Pasiphae, qui est l'épouse de Minos, éperdument amoureuse du taureau blanc. Et de cette union contre nature naîtra le Minotaure. Eh bien, ce Minotaure, il naît en tant que monstre, c'est-à-dire il a cette tête de taureau et il a le corps d'un homme. Et parce qu'il est monstrueux, le roi Minos va demander à Dédale de lui construire un palais labyrinthe afin de le cacher, de l'enfermer et de le laisser comme ça vivre dans l'obscurité. Quelque temps plus tard, le roi Minos exigea que tous les 9 ans ou 1 an, selon les versions, eh bien, 7 jeunes hommes et 7 jeunes femmes soient donnés en pâture au Minotaure. Et l'un d'eux, Thésée, se porta volontaire pour tuer le Minotaure. Et il fut aidé en cela par Ariane, qui était la fille de Pasiphae et de Minos, et donc la demi-sœur du Minotaure. Et on connaît cette histoire, hein, c'est ce fameux fil d'Ariane. Comme elle est amoureuse, elle va lui donner ce fil, et ce fil va permettre au jeune homme de retrouver dans le labyrinthe le chemin du retour, une fois tué le Minotaure. Disons que la figure du Minotaure, parce que c'est un être mi-animal et mi-humain, incarne parfaitement la dualité en l'homme d'une part de pulsion et d'une part plus humaine. Donc c'est un être qui a suscité beaucoup d'interprétations et de représentations parce que finalement il est une part de nous, d'une certaine façon.
pour te regarder la météo, mais je n'avais pas vu la neige. Et Edwige, toi tu disais que tu n'avais jamais vu Toulouse sous la neige. Maintenant tu l'as. Oui, je sais. On va pouvoir faire une bataille de boules de neige. Alors déclencher la neige comme ça en pleine ville sur un claquement de doigts, ça c'est aussi la magie de la machine. Et derrière tout ça, il y a un homme, il s'appelle Polo, c'est le spécialiste des effets spéciaux. On l'a rencontré en plein préparatif à la halle. Voilà, des petits boîtiers, des petites batteries, régulateur de pression, électrovanne. J'ai le gaz qui est à l'intérieur de ce cube, des capteurs HF avec une télécommande HF. Je m'appelle Polo, je suis à la direction des effets spéciaux de la machine et je suis créateur d'effets spéciaux pour François de la Rosière. Quand on est dans une première partie, une phase de création, on part dans l'impossible. Là, on se permet un petit peu d'aller dans toutes les directions et après, il y a la direction technique qui nous rattrape et là, on commence à devoir faire des concessions. Alors bon, voilà, on essaie d'aller au maximum, de faire un maximum à chaque fois de ce qu'on a envie. Ah bon, on peut travailler l'air, le vent, tout ce qui est feu, tempête, tout est possible. À part que la dimension, bien sûr, est proportionnelle à la taille des animaux, donc ça fait faire quand même des machines assez complexes et assez puissantes. La machine, c'est une équipe de personnes très autonomes quand même, parce qu'à partir d'un dessin, il y a des gens qui vont faire en sorte que les machines de François vivent. Celui qui mène le projet fait la synthèse des discussions qu'il a eues avec ses amis, ses collègues. Il va aligner la machine comme il le souhaite, quoi. François n'interviendra pas là-dessus, quoi. Ce qu'il veut, c'est qu'une machine fonctionne. Ainsi que je l'avais prédit, la foule s'est laissée gagner par le mythe. Tout à sa réussite, Astérion sommeille place du Capitole. Ariane fait son entrée. Elle se rapproche du Minotaure. Je suis sûr qu'elle va le piquer. En le piquant, Ariane va lui rappeler qu'ils sont liés tous les deux. On pourrait appeler ça le baiser de la mort, ou comment l'art cherche à te rendre lucide. Oui, tu vas voir, Astérion va se faire piquer et Toulouse en liesse va applaudir.
L'arrivée de la machine à Toulouse, ça fait comme qui dirait du bruit dans la ville. 8 ans de controverses, de batailles au gré des municipalités. Mais François de la Rosière n'a jamais lâché l'affaire, car la perspective est alléchante. Un nouveau lieu pour créer avec ses équipes et accueillir du public. Dans ce nouvel écrin de plus de 5000 m², il va pouvoir entreposer et exposer ses drôles de mécanique, une sorte d'inventaire à la Prévert qui aurait écumé les déchetteries. Ça, c'est la machine à faire rougir les pommes. Donc les pommes sont installées ici dans un petit coussin, comme ça, voilà, bien confortablement installées ici. Elles sont présentées donc à une image qui est rétro-éclairée. Un peu coquine, ouais. Oui, c'est ce qui va provoquer le rougissement. Parce que c'est ça, en fait. Hein. Des culbuteurs d'un moteur diesel Berlier, 3 médiators. Effectivement, avec un moteur d'essuie-glace, la chaîne fait tourner les médiators et va jouer à un espèce de rythme. Et ça fait un bon groove. Par exemple, ici, c'est... Ça, c'est une machine qui... Avec ce petit treuil manuel, je vais aller servir. Fabuleux. Hop, voilà. Une machine, elle va raconter son histoire avec le mouvement qu'elle provoque et qu'elle génère. C'est-à-dire un mouvement, tout d'un coup, va la rendre un petit peu vivante avec un ressort. Et donc, on ne cache aucune articulation, on laisse les manettes apparentes. Et tout ce qui va être mis en mouvement dans l'objet va participer à sa capacité à nous émouvoir et à faire son spectacle, en fait, à faire son théâtre. Si son mouvement est lent, il y a une sorte de douceur, de choses un petit peu mécaniques. Si elle se met à vibrer mécaniquement et maladroitement, elle devient maladroite, etc., etc. Donc, c'est à partir de ce constat qu'on arrive à fabriquer des objets de plus grande dimension, comme notre Minotaure, qui, par le mouvement, en fait, vont devenir expressifs. Ça vient d'où ce côté besoin de bricoler, d'assembler? Quand vous dessinez vos projets, en fait, c'est d'une précision chirurgicale. Il y a tous les rouages, les entrailles. Ce sont des planches anatomiques, carrément. Un petit peu, mais en même temps, ceux qui conçoivent les machines derrière vous diront que c'est très grossier et assez approximatif comme approche. Quand je fais un dessin, c'est pour que l'objet ressemble exactement à ce que je fais. C'est un point de départ dont se saisissent les constructeurs, les collaborateurs, collaboratrices pour enclencher une deuxième aventure sensible qui va enrichir le dessin et le transformer en quelque chose qui finalement finit en 3 dimensions, quoi. Vachement vite, il y a vachement de bruit, j'ai l'impression qu'il y a eu des coups de feu, quoi. On se rend pas compte, mais c'est une panique générale en fait. Dès qu'il arrive, il arrive super vite. Donc là, les gens sont en train de courir. Et après, peut-être que l'araignée, je crois qu'elle doit arriver par ici. Parce que s'ils doivent se rencontrer, après il y a les médecins qui sont mis en place là-haut. On est le 3e jour et déjà tout le monde est au rendez-vous, impatient de savoir ce qui va se passer ensuite dans l'histoire. Astérion arrive et à mon avis, Ariane n'est pas très loin.
Le mouvement, c'est la vie, dit François de la Rosière, c'est de l'émotion pure. Mais comment arriver à faire bouger un tel monstre de bois et d'acier de 47 tonnes? Vous allez découvrir maintenant le travail des manipulatrices. Vous allez rencontrer la main droite et la main gauche du Minotaure. Je m'appelle Nadège, je suis manipulatrice sur le Minotaure. Moi, Candice, manipulatrice aussi, donc sur le spectacle de la machine, et je fais le bras droit du Minotaure sur le spectacle. Et moi, je fais le bras gauche, voilà. On a fait quelques répétitions auparavant dans les ateliers à Nantes, et puis là, on a approfondi la machine. Chacune, on a une manchette avec des capteurs à 7 endroits différents. Du coup, le Minotaure réagit au mouvement que nous, on lui donne. Mais il faut penser être dans le Minotaure pour faire des choses lentes et pesantes comme lui il est, pour arriver à lui donner du mouvement cohérent avec sa corpulence. Il y a une petite latence dans les informations de notre bras qui arrivent au bras du Minotaure. On gère cette latence-là et on l'ajuste en permanence. On apprivoise le Minotaure. Un peu plus vers le milieu, quoi. C'est-à-dire tout droit, là. Voilà, tu montes ton épaule, encore, tu montes l'épaule. Monte. Voilà, tranquille. Voilà, comme ça. On a un peu chacun nos missions les plus délicates qu'on appréhende. Donc, il y a de l'humain, en fait. Donc, si la machine s'approche d'un autre humain, là, par contre, il faut... Là, on peut appréhender, même si on sait ce qu'on doit faire. Voilà, on allume, il y a le feu, il y a les effets, tout ça aussi. Cette douceur qu'il a dans les mouvements, j'ai trouvé que c'était exceptionnel. Mais bon, là, je le cherche, je l'ai perdu. Je crois qu'il s'est perdu lui aussi dans la ville. Aussi. C'est le labyrinthe. Vous allez peut-être vous retrouver? J'espère. Astérion le Minotaure poursuit sa découverte de la ville et j'observe le ballet qui se joue tout autour. Comment faire bouger, avancer ce monstre de bois et d'acier de 14 mètres de haut, le plus grand jamais construit par la compagnie? Sous l'œil de son créateur, chacun son rôle. Devant, il y a le directeur de manœuvre, sorte de chef d'orchestre de la bête. 17 personnes sont nécessaires, les uns responsables d'un petit bout de corps, les autres des effets spéciaux. Sans oublier l'homme qui souffle et qui mugit, un job vraiment unique au monde. Et puis il y a la patate, c'est le nom de code du cordon de sécurité autour de la créature. Ses bras ont la force de 2 pelles mécaniques, alors vous imaginez les dégâts. Tout à coup, la machine s'emballe et on se met tous à courir.
c'est comme un immense jeu de piste où chacun est emporté par la foule. De Liverpool à Pékin, d'Ottawa à Toulouse, dans toutes les villes traversées et mises en scène, le spectacle doit se faire dans la rue et avec ses habitants. Tiens, revoilà Eric Vidal, notre spécialiste de l'art antique. Eric, le Minotaure, vous le voyez d'habitude plutôt sur des tableaux. Qu'est-ce que ça vous fait de le voir comme ça? C'est extraordinaire. Il y a une forme d'empathie, de projection qui est à l'opposé de l'animalité féroce qu'il représentait dans le mythe classique. Pourquoi nous, on a besoin justement de cette histoire-là, de ces mythes, de ce mythe du Minotaure? Ça parle à tout le monde là aujourd'hui. Oui, c'est vrai. Parce qu'il y a à la fois la créature monstrueuse et en même temps le caractère humain. Et c'est vrai que les mythes sont éternels dans la mesure où, selon les versions, ils réactualisent des formes d'interrogation qui sont les nôtres, peut-être plus contemporaines aujourd'hui, mais qui néanmoins font perdurer la même figure. François de la Rosière, aujourd'hui, il occupe quelle place dans l'art contemporain? Eh bien, il propose en fait de sortir de l'institution muséale et élargir le public qui vient dans les musées, certes, mais qui se trouve en nombre restreint par rapport à, c'est vrai, ce qui se passe aujourd'hui. C'est d'ailleurs, finalement, le Minotaure est à l'image de ce qu'il fait, c'est-à-dire des spectacles hybrides, des hybridations, d'hybridations, où se mêle la technologie, les formes plus artisanales du bricolage, et également cette idée qu'il y a une participation du public qui va suivre, donc quelque chose qui peut-être nous rapproche du carnaval, des fêtes de procession, quelque chose qui permet au public de faire cohésion autour de la création et non pas quelque chose qui viendrait comme une forme de fiction à laquelle participeraient peu de personnes. Messieurs, dames, s'il vous plaît, sur les trottoirs. Non, je pense qu'il va pas essayer. Non, je pense Bon, c'est précis, hein, t'as vu, là, il s'est rapproché. Tout près, tout près, tout près. Wow. C'est la première rencontre des Toulousains avec le Minotaure. À l'issue des 4 jours de spectacle, il va rejoindre la halle de la Machine, où il sera l'une des attractions vedettes et payante. Il pourra embarquer sur son dos 50 personnes, sorte de manège monumental, mais pas seulement. François de la Rosière nous vend le concept. Pourquoi on va du lieu de vie au lieu de travail, du lieu de travail au lieu de consommation, et pourquoi tous ces trajets doivent se faire dans le vide? Non, il doit être rempli d'émotions, de choses. On doit aller à la rencontre de choses incroyables chaque jour et chaque heure de notre vie. Le Minotaure va vivre dans ce morceau de ville qui est le quartier de Montaudran et évoluer avec les bâtiments en train de se construire, les écoles en train de s'ouvrir, les supermarchés, les cinémas et voilà. Et est-ce que ça vous vexe si je vous dis c'est une sorte de parc d'attractions? Ah, ça me vexe complètement parce que tout ce que je fais est à l'opposé du parc d'attractions. Pour moi, c'est surtout pas ça, parce que il y a dans la notion de parc d'attractions l'idée d'un espace privé. Vous rentrez, vous payez, vous savez que vous allez vous en mettre pour une journée d'émotion et de culture. Après, vous rentrez à la vraie vie. Ça m'intéresse pas trop en fait. Je pense que l'artiste doit agir là où la vraie vie se développe et se déroule. Je pense que la ville doit être un lieu d'expression permanent et que le plus grand parc d'attractions, et d'ailleurs c'est dans une chanson des Fabulous Troubadours, notre ville est le plus grand parc d'attractions. Et je pense que c'est ça, et c'est vers ça qu'il faut aller, parce qu'il y a la question de l'accessibilité à tous, du partage de la culture et de l'art. Et ça, c'est pour moi dans la ville que ça doit se faire et ça doit se passer. Voilà. Si on crée la ville vivante, si on crée les villes attractives, eh ben, la ville devient merveilleuse, les gens viennent y vivre parce qu'ils ont plaisir à y être. Et voilà, et ça agit aussi sur notre façon d'envisager le quotidien. Au matin du 4e jour, le Minotaure a reçu un cadeau d'Ariane, des ailes, et l'on sent que la fin de l'histoire approche. Le voilà tout à coup plus léger, porté par sa voix intérieure, celle du ténor toulousain Paul Crémazie.
C'est la première fois que la machine crée un opéra de rue. Et c'est Minot Malan, compagnon de route de Delarosière, qui a composé la musique. Il s'est inspiré, entre autres, d'une nouvelle de l'écrivain argentin Borges. Moi, je ne suis pas compositeur classique du tout. J'ai fait de la batterie, en fait. J'ai commencé à faire de la batterie. Et puis, j'ai fait de la rue aussi, du spectacle de rue. Je travaille avec le FUN. Enfin, voilà, j'ai fait pas mal de choses, du graphisme, un peu touche à tout. Puis voilà, puis j'ai rencontré François et là-dessus, on a eu cette idée de symphonie mécanique ensemble. Et puis voilà, et puis donc là, je me suis mis à composer. Et puis après, il m'a demandé de faire le spectacle suivant, et puis l'autre. Et j'ai appris au fur et à mesure. Ou alors on a Depuis que je travaille à la machine, je suis parti en fait sur l'idée d'une boîte à outils. J'assemble des morceaux en fonction de ce que j'ai besoin. Dans l'idée, c'est d'avoir des morceaux qui puissent servir à endormir, réveiller, la colère, la joie ou l'enthousiasme, etc., avec des couleurs. Voilà. On travaille comme ça, les musiciens ils peuvent passer d'un morceau à l'autre. C'est pour ça que je parle de boîte à outils. C'est vraiment une technique pour la rue. Et en fait, il faut être jamais pris en défaut. C'est assez complexe aussi dans le sens où quand on est à la table et qu'on écrit, on a l'impression que c'est très long et que ça va être ennuyeux. Et quand on arrive dans la rue, c'est jamais assez long en fait. Le Minotaure, là, c'est l'opéra. Et je pensais pas que ce serait aussi bien l'opéra. Ça, c'est l'éclat total. François m'a proposé ce qui allait être le livret et qui est inspiré pas mal de Borges. Et donc j'ai pris le texte de François, j'ai relu le texte de Borges et à partir de là, moi j'ai écrit des textes, j'ai rajouté des trucs à moi, j'ai fait un mix de ça. Et puis après j'avais un tas de textes, de feuilles, il y a des choses qui sont sorties de ça, d'autres non, voilà. Et puis maintenant je vais avoir 6-7 titres chantés. Tous les matins, je vais le voir se réveiller, c'est tellement beau. C'est vrai? Je m'en lasse pas. Du Minotaure tous les matins? Depuis vendredi matin, je vais le voir. Je vais voir s'il a passé une bonne nuit. Je suis émerveillé. C'est vrai? Ouais. Et demain matin, je vais être triste, je ne vais pas se réveiller. Le Minotaure va vous manquer. J'ai visité Disneyland, Disney World et le Schtroumpfland. Plusieurs Futuropolis, le village d'Astérix. J'aime bien tous ces endroits où il y a du peuple et de la joie. Mais enfin, je le remarque et je le dis sans prétention. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Tous les jours faut l'embellir, c'est le plus fun des loisirs. Inventer et entreprendre, proposer, bâtir, défendre. Tous les jours faut que tu oses repeindre ta ville en rose. Ne laisse pas les énarques imposer leurs solutions. Avec tous rêve ce parc et passe aux réalisations. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Il y a un truc qui se balade dans les rues de Toulouse, un truc énorme. On a l'impression de vivre quelque chose
de féerique. Dans mon quotidien, là, il se passe un truc bizarre. Avec la musique, en plus, la musique, il fait beaucoup. Le fait qu'il se déplace comme ça, avec la musique, et qu'on le suive, ça rend quelque chose de très magique. Ta ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si telle est ton ambition. Ma ville est le plus beau parc, sa vie pleine d'attractions. Ta ville sera ce parc si tu en prends la décision. Il y a l'émotion des 800 000 personnes venues ce week-end-là. Mais il y a également les questions et les critiques. Le monstre gentil serait-il aussi une machine à avaler l'argent public ? À coût de millions d'euros pour le spectacle et l'installation de la compagnie, va-t-il rester des miettes pour les autres ? Le projet s'inspire de l'île de Nantes et du Grand Éléphant. Une aventure artistique très coûteuse selon certains. On a rendez-vous sur une terrasse près du Pont-Neuf pour rencontrer l'urbaniste reconnu Laurent Théry, qui a supervisé le dossier à l'époque. Mes petits-enfants vivent sur l'île de Nantes, mais c'est eux qui me promènent dans ce quartier. C'est eux qui me montrent ce qui s'y passe et qui me tirent par la main pour dire viens voir ci, viens voir ça. Et ça fait beaucoup de bien de participer ou d'être au cœur d'un projet urbain comme ça qui fait rêver les gens. Alors, ce sont des opérations très ambitieuses en même temps, qui durent des années. Des dizaines d'années. Voilà, dans lequel aussi il y a beaucoup d'argent qui est investi. Oui, il y a de l'argent qui est investi, mais pas tant que ça. Plus de 20 millions d'euros, par exemple, pour la ville de Toulouse. Si on met tout bout à bout, c'est gigantesque. Ça peut faire peur aussi et ça questionne, ça crée la polémique. Qu'est-ce que vous répondez, vous, à ça ? Que 20 millions d'euros, c'est beaucoup moins cher que si on voulait construire, comme l'ont fait beaucoup de villes, un musée, un nouveau musée, un nouvel emblème de la ville. Beaucoup de villes ont fait ça. Quelquefois, elles l'ont réussi, comme à Bilbao. D'autres fois, l'ont pas réussi du tout, comme à Lyon. Mais je ne vais pas être très poétique, mais est-ce que c'est vraiment rentable ? Ça dépend ce qu'on appelle rentable. Si rentable, ça veut dire que la ville est aimée, qu'elle est attractive, que les gens ont envie de venir y vivre et d'y travailler, alors oui, c'est rentable. Donc ce n'est pas une question d'argent pour vous ? C'est vraiment une question d'image ? C'est une question d'argent aussi, parce que ce n'est pas beaucoup d'argent, contrairement à ce qu'on peut croire. Ces sommes-là, 20 millions d'euros, eh bien écoutez, regardez, fabriquer un événement qui fait bouger des dizaines de milliers de personnes ensemble dans la ville, et vous verrez ce que ça coûte. Vous trouvez qu'aujourd'hui, les urbanistes construisent les villes sans penser à cette dimension culturelle, sans penser aux rêves des habitants ? Si, on y pense, mais on y pense en créant des équipements pour la culture. On va faire un nouveau centre d'art, on va faire un nouveau lieu d'exposition. Mais là, faire en sorte que dans la ville, dans l'espace public de celle-ci, il y ait un mouvement permanent d'activation par la présence de machines extraordinaires, ça c'est quelque chose qui appartient à cette culture de la rue, des métiers de la rue, du spectacle de la rue. Et ça c'est fondamental, parce que ça réunit la question de la culture, la question de l'espace public et la question de la ville. Et on a besoin aujourd'hui de faire vivre différemment l'espace public ? En tout cas, on a besoin de faire vivre l'espace public et de penser la ville à travers l'espace public, parce que c'est l'espace public qui fait la ville. Une ville, c'est des rues, des places, des carrefours, des avenues, mais c'est surtout et d'abord un lieu de rencontre, un lieu de frottement, un lieu dans lequel les vieux et les jeunes, les riches et les pauvres, les ouvriers et les cadres, voilà, c'est dans la rue que les gens se mélangent. Encore faut-il qu'on leur en donne la possibilité, parce qu'on a tendance de plus en plus à faire des quartiers qui sont spécialisés pour une catégorie sociale, pour une fonction. Et donc cette question du mélange, elle n'est pas assez présente dans la ville que l'on fabrique. Décidément, Toulouse ne peut vivre sans sa partie gasconne. Voici que le Minotaure va retrouver celle qui l'a piqué et qui s'en revient de Saint-Cyprien. Note bien que, je le comprends, la meilleure partie d'un bovin, c'est son araignée justement. Moi, je la cuisine avec des échalotes. J'ai cru voir peint sur un mur, ni Thésée, ni Théseau. Que l'on parle du faubourg démoli en offrande à un projet de quartier d'affaires, ou bien des riverains qui iront chercher leur voiture que sur son passage le Minotaure a fait envoyer à la fourrière, de tous ces sacrifices, il ne sera pas question avant demain.
Conte-moi tous ces gens, tous ces globules qui parcourent les artères de Toulouse. Qu'ils soient venus de loin ou de près, ils portent en eux la conclusion de cette histoire. Je te le dis, cette satanée ville les avalera tous, les adoptera tous. Vous attendez qui? Vous attendez quoi? J'étais même pas au courant qu'il y avait quelque chose comme ça et on me l'a dit entre amis et c'est vraiment impressionnant, c'est super. Quand je l'ai vu s'animer, j'ai vraiment cru qu'il se réveillait. Ça bouleverse un peu l'essence, il y a de la fumée, de l'eau, on est un peu perdu, il y a des gens partout. Donc Les applaudissements aussi, c'est très beau. Enfin, lui est parti, l'araignée s'est couchée et les gens ils ont applaudi, tous les musiciens, c'est je sais pas, un moment suspendu comme ça, très très beau. Et moi, c'est surtout au point de vue mécanique. Toute la mécanique de ces outils-là, c'est vraiment très beau, on ne peut pas voir mieux. Vous faisiez quoi avant? J'étais mécanicien. Là, c'est le chef-d'œuvre qu'ils ont fait. C'est un véritable chef-d'œuvre qu'ils ont fait. Je ne m'attendais pas à voir un tel spectacle comme ça, quoi. C'est magnifique. Est-ce que vous vous rappelez la première grosse créature que vous avez dessinée? Ah oui, je me rappelle très bien. Ouais. C'était le premier géant, en fait, d'être en 93, je ne sais plus exactement, 92. Et ce géant, je l'ai dessiné au départ pour Rio de Janeiro et Le Havre. Et Jean-Luc Courcoult m'a proposé de faire un géant et il m'a dit qu'il faudrait que ça fasse 5,50 m de haut. Et après, en me promenant dans les rues de Rio, je me suis dit non, 5 mètres c'est trop petit, il faut faire au moins 9 mètres. Donc j'ai proposé de faire un objet de 9,50 m. Donc j'ai dessiné. Et le jour où on a levé le mollet pour le mettre dessus du pied, le mollet était 3,50 m de haut et on s'est rendu compte de la folie qu'on était en train de faire. Et le jour où le géant est sorti pour la première fois dans le premier spectacle, ce qui m'a le plus bouleversé, c'était ressentir en fait l'effet que faisait cette machine sur la foule. L'émotion que générait cette espèce d'amas de bois, de cuir manipulé par des gens qui tiraient sur des cordes. On n'avait pas cherché à faire de l'hyperréalisme, donc on a assumé l'idée d'une machine et d'une marionnette. Et pourquoi ce besoin de créatures gigantesques? Alors, je n'ai pas besoin de créatures gigantesques, il faut juste fabriquer des machines qui soient capables de rivaliser avec l'architecture des villes. Et à cette échelle-là, si on veut utiliser la ville comme décor et s'adresser à un large public, on est obligé de prendre un petit peu de hauteur et d'aller rivaliser avec ces volumes, en fait. Et après, je pense que j'ai pas peur des défis et du risque. J'ai appris, en fait, que c'est en étant vraiment fou et en prenant des risques qu'on arrive à générer les conditions de faire, en fait. Voilà. Je crois qu'on a besoin de fous, en fait. On a besoin de fous. Vous considérez, vous, comme une sorte de fou? Moi, je suis complètement fou. Je suis un fou un petit peu réaliste, puisqu'on arrive quand même à monter des budgets, des projets, à faire en sorte que nos machines puissent transporter des personnes, qu'il faut quand même une part de conscience, en fait, et il faut être un petit peu raisonnable aussi. Mais le moteur, c'est vraiment le rêve, la folie, le défi, en fait. Et quel est le rêve inaccessible de François de la Rosière? En fait, mon rêve, il est... Je n'ai pas d'utopie spécifique, quoi. Mon vrai rêve, c'est peut-être demain que l'urbanisme, l'architecture, ceux qui font les villes, en fait, intègrent dans leur rang, en fait, à un très haut niveau, des artistes et des créatifs. C'est-à-dire que demain, on se rende compte que fabriquer la ville, c'est pas simplement une chose sérieuse, mais c'est une chose qui doit être empreinte de folie, d'imaginaire. Et on est en train de se battre pour un pauvre 1% culture dans l'urbanisme, mais c'est ridicule. Donc mon rêve, c'est vraiment qu'on se rende compte que dans la fabrication de la ville, l'art a sa place.